Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles qui va débuter dans quelques secondes et vous aurez la chance d'avoir ma conversation avec Gianni Bergandi dans les oreilles. Une conversation que je suis très heureuse de vous partager. Je suis Gianni Bergandi depuis quasiment ses débuts. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien sportif de haut niveau qui s'est lancé sur YouTube, je crois en 2017-2018, en proposant des résumés de livres de développement personnel, de productivité, à un moment où lui, il était dans une crise dans le salariat et il avait envie d'apporter ça. Il est ensuite devenu coach, notamment coach pour entrepreneurs, et je suis passionnée par son approche, par sa façon d'accompagner en coaching avec une posture profondément juste qui s'inspire aussi de la puissance de la productivité, de la puissance de la performance du sport de haut niveau, et puis avec aussi de plus en plus une approche inspirée de ce qui se fait en lien avec la thérapie des traumas aux États-Unis, et on a notamment un petit peu parlé de ça et de l'outil IFS pour ceux que ça intéresse. Si vous découvrez ce podcast au moment où vous allez écouter cette interview, j'en profite pour me présenter. Moi, je m'appelle Anaïs Lebrec, j'ai 36 ans, je vis actuellement en Bretagne, près de là où j'ai grandi, et je suis coach business. J'accompagne les entrepreneurs du bien-être à développer une activité prospère et durable en intégrant les sagesses chamaniques. Pourquoi ? Parce que donc moi, auparavant, j'ai été avocate d'affaires et quand j'ai voulu me reconvertir, j'ai mis toutes les billes de mon côté pour que mon activité fonctionne rapidement. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé parce que je me suis fait accompagner, etc. Et puis, en 2022, j'ai eu un court moment de doute. Certaines personnes pourront dire qu'elles doutent souvent dans leur activité. Et moi, en fait, pour être très sincère, je doute très, très rarement que ce soit ma juste place. Et à ce moment de doute, j'ai tout simplement apporté les outils chamaniques que je connaissais et que j'utilisais dans mon business. Et là, j'ai eu un moment de grâce que j'explique notamment dans un des épisodes du podcast, je crois celui intitulé Pourquoi et comment intégrer le chamanisme à son business. Et ça a été incroyable et j'ai compris à ce moment-là la puissance du monde invisible dans un business, et c'est donc notamment ce que je transmets parce que j'ai décidé de transmettre une approche intégrative où je mêle business coaching et coaching somatique, donc coaching par le corps, où je mêle stratégie business et sagesse chamanique, où je mêle individuel et groupe, où je mêle structure de business model que je vous transmets et en même temps du sur-mesure en prenant en compte votre human design. C'est ce que je vous transmets dans mon programme signature The Shamanic Business Academy. Si vous êtes intéressé par ce programme, la liste d'intérêts pour le rejoindre est dans les notes de l'épisode. Et puis surtout, je propose pour tous les entrepreneurs de la relation d'aide de me rejoindre dans mon groupe Telegram, le Cercle des Entrepreneurs Audacieux, un groupe ouvert à tout le monde où vous pouvez poser vos questions, recevoir le soutien dont vous avez besoin pour ne plus jamais vous sentir seul dans votre activité. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode. Si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, sur ce que je propose, je vous invite à me rejoindre notamment sur Telegram et sur Instagram. C'est les deux plateformes où je suis la plus active. Et puis, je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode, au plaisir d'avoir vos retours et d'avoir aussi vos suggestions peut-être d'invités. Je serais ravie d'inviter d'autres personnes que vous admirez et de pouvoir partager leur parcours qui souvent est toujours inspirant pour beaucoup d'entre nous. Et je crois que ça fait partie des choses les plus puissantes, c'est de s'inspirer du parcours de quelqu'un d'autre pour créer une vie qui nous ressemble
à la hauteur de nos rêves, au cœur de tous les possibles. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Donc, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où j'accueille Gianni Bergandi, qui est une personne que je suis depuis très longtemps et je le suis notamment pour sa posture de coach qu'il incarne, je trouve, avec une touche très particulière. Donc, je l'ai invité après avoir échangé plusieurs fois avec lui sur sa façon de coacher, comment son art du coaching a évolué, comment aussi il est arrivé au coaching, parce que moi, je t'ai découvert juste un peu avant que tu t'incarnes vraiment en fait cette posture et cette transformation en coach. Donc voilà, j'avais envie de t'inviter pour qu'on parle de tout ça, de l'art du coaching, aussi du monde du coaching et comment il évolue aujourd'hui. Et donc, je te laisse te présenter peut-être en quelques mots, si tu as envie aussi peut-être de préciser ton parcours, que j'ai essayé là de résumer très rapidement. Mais voilà, je te laisse te présenter avec tes mots, tes dimensions, ce que tu as envie de partager. Je suis très curieux à propos du « en quelques mots ». Essayons. Alors, merci pour cette introduction déjà. Je suis ravi de prendre ce moment avec toi. Ça va être super cool. Alors, j'ai 33 ans. Alors, me présenter en quelques mots, c'est pas simple. Le coaching représente une très grande partie de mon activité aujourd'hui, mais on pourra y revenir. Disons que la question de présentation et de parcours, ça va pas forcément être le même type de réponse. Pour faire très vite, j'ai eu un passé de sportif de haut niveau quand j'étais très jeune. J'étais patineur artistique et j'ai patiné pendant 10-12 ans à 30 heures par semaine. C'était toute ma vie. Ensuite, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école d'ingé. Ça a été les années où je me suis un petit peu perdu dans ma vie. J'ai été ingénieur, consultant. Je travaillais chez d'assez gros clients et je détestais ce boulot-là. Et j'avais des signaux comme quoi ça serait bien d'arrêter rapidement. J'ai pas fait de burn-out ou de trucs de ce style comme on peut voir souvent dans les reconversions dans le coaching. Je dirais plutôt que c'est l'inverse. C'était une forme de, on dit bored out, je crois. Vraiment d'ennui terrible et physiquement ça allait pas du tout. J'avais des plaques partout sur le corps, je détestais aller bosser. Enfin, c'était vraiment pas la joie. Et, euh, et en 2016, je tombe sur le Miracle Morning. Je me dis, ok, on tient peut-être un truc. Et très vite, en fait, les choses commencent à basculer, dans le sens où j'ai toujours été très friand de ce type de challenge-là, de challenge notamment à la Miracle Morning. Et je me suis pris de passion pour la lecture. Je me suis mis à beaucoup, beaucoup, beaucoup lire. Euh, j'ai commencé à avoir un projet qui se dessinait autour de ces livres-là, parce que du coup, je faisais des fiches de lecture autour des bouquins, je les partageais dans des groupes Facebook, je commençais à réunir une audience, et en fait, je me suis dit, let's go, je quitte mon boulot. J'avais la chance de pouvoir avoir 2 ans de Pôle emploi, et je m'étais dit, je me donne un an pour bosser un maximum sur mes connaissances, et un an pour en vivre ensuite. Et c'est là que tout a vraiment commencé, 2016-2017. J'ai lu 150 bouquins, je partageais les fiches, donc je faisais ça à temps plein. Et ensuite, 2018, j'ai commencé à créer des programmes autour Donc c'était des bouquins de entrepreneuriat, développement personnel, santé, philosophie. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là d'ailleurs qu'on s'est connus. Oui, complètement. Moi, je pense, enfin, je sais pas quand tu as lancé la chaîne YouTube. Je ne saurais pas dire si je t'ai connue via Facebook ou la chaîne YouTube, mais je pense que dès fin 2016, je te suivais. Ok. J'ai lancé la chaîne YouTube le 9 avril 2018. Ok. Je me souviens parce que c'était le lendemain de mon anniversaire et je me lançais un challenge d'une vidéo par jour pendant un an, de sorte à ce que le 8 avril 2019, donc mon anniversaire suivant, le jour de mes 30 ans, j'aurais fini ce challenge de 365 vidéos en 365 jours.
Euh, Challenge que j'ai tenu. Là, pour le coup, j'ai vraiment fait une forme de burn-out. Ça prenait toute la place dans ma vie de faire une vidéo par jour. Mais c'était génial parce que du coup, bah, ça y est, j'étais lancé et je vivais des programmes que je faisais. Mmh. Ensuite, j'ai vraiment fait ça à temps plein. Le contenu et les programmes. J'ai créé plus de 25 formations. J'ai vraiment fait ça jusqu'à la deuxième partie de 2020. Ça avait beaucoup explosé d'ailleurs pendant le confinement de mars 2020. Et fin 2020, enfin, en tout cas deuxième partie de 2020, grosse remise en question, l'impression d'avoir créé une prison de mon business, l'impression d'être très seul, plein de signaux en fait qui me disaient que bon bah ok, la phase 1 était terminée. Euh, j'avais lancé quelque chose, j'étais hyper fier de ce que j'avais fait et ça me rendait très heureux, si ce n'est le fait que il y avait ouais, il y avait plein d'éléments qui me convenaient pas. Le manque de connexion avec les autres, travailler tout seul à mon bureau, euh, l'impression de devoir toujours créer, 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 sinon tout allait s'arrêter. Et à partir de là, je me suis beaucoup recentré sur bah, ce que j'avais vraiment envie de faire en fait, qui était purement du coaching. Et donc j'ai commencé à accompagner en individuel. Euh, j'ai commencé à me libérer un peu de ce mode machine que j'avais, ultra discipliné, à être beaucoup plus ouais, dans le jeu au quotidien et d'aller chercher vraiment où se trouvait le plaisir. Et donc 2021 est passé très vite. J'ai maintenu mes résultats dans mon entreprise, mais je travaillais 3 fois moins et je prenais beaucoup plus de plaisir. Donc c'était très sympa. En 2022, ensuite, j'ai lancé un mastermind de coach qui a été une aventure très intense. Et là, on est début 2023. Et donc, en gros, aujourd'hui, pour faire assez simple, j'ai des entrepreneurs que j'accompagne sur des contrats de 6 mois à 1 an. En général, c'est des contrats annuels. Donc des entrepreneurs qui ont des projets, moi, qui me font kiffer, en lesquels je crois. Et on se réunit chaque semaine et on creuse et on a des discussions passionnantes et on fait face à la réalité semaine après semaine. J'ai aussi un programme dans lequel j'accompagne des jeunes coachs à vraiment lancer leur business et avoir leurs premiers clients, à le faire autour de mes valeurs dans le coaching, qui sont vraiment orientées autour du service, de l'intrépidité, de l'intensité, de l'amour, et ouais, dans le fait de créer des relations fortes et vraies. Et, et voilà. Euh, L'année dernière a été très intense. Je me suis un peu brûlé les ailes à vouloir faire trop, un peu retomber dans mes travers classiques. Euh, ouais, j'aspire aujourd'hui à pouvoir servir pleinement mes clients et, et à mentorer ces jeunes coachs. Ah ouais, je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à avoir ces deux activités en parallèle. Mmh. Magnifique. En quelques mots. Waouh, merci. Non, mais c'est vraiment super parce que bah, ça montre une évolution qu'on peut avoir sur plusieurs années. Et on sent aussi un peu l'énergie de chaque année dans ce que tu as partagé avec des énergies très différentes. Et en même temps, je trouve que ton parcours, il montre que en s'engageant, on peut aussi avoir des résultats très très rapides parce que bah, voilà, moi je me souviens bah, de ce moment où tu as fait une vidéo par jour. Et il me semble qu'à ce moment-là aussi, tu as gagné beaucoup, beaucoup en visibilité. Ta communauté, elle a beaucoup grandi. Et sûrement que, enfin moi en tout cas aujourd'hui, tu vois, je suis toujours là après, je sais pas, 6 ou 7 ans, tu vois. Donc, donc voilà, je trouve que ça montre que on peut évoluer rapidement et en même temps il y a besoin de, je pense, de structure et de juste fondation et c'est ok parfois de restructurer pour ramener une autre énergie dans son business. Mais peut-être on reviendra sur ça tout à l'heure. Mais du coup, ce que j'avais envie de te demander, c'est à quel moment, dans ce moment où ça te plaisait plus ce que tu faisais en tant que consultant et où tu as eu toutes ces lectures qui étaient des pépites. Et je crois qu'il y a un endroit chez moi où j'ai toutes les fiches de lecture imprimées, surlignées, etc.
Et c'était super inspirant et je trouve que c'était vraiment un moyen de se donner des bases en développement personnel, en entrepreneuriat, qui était très juste en fait. Et moi, beaucoup de gens m'ont dit, ah, mais quand tu t'es lancé, ça a tout de suite marché. Mais je crois qu'en fait, j'avais déjà acquis et creusé un peu un mindset d'entrepreneur comme 3 ou 4 ans avant, tu vois. Donc en fait, Mm. j'avais infusé un mindset avec des lectures comme les tiennes. En tout cas, ce que j'ai envie de te demander, c'est à quel moment tu t'es dit, OK, ce que je veux faire, c'est du coaching, ce que je veux faire, c'est enseigner ce que j'ai appris, ce que je veux faire, c'est enseigner l'art de la transformation, enfin, en tout cas, l'art du coaching. Euh, alors, je pense qu'il y a plusieurs épisodes en, en un, là, dans la question que tu me poses. Euh, je pense pas que l'évidence, c'est le coaching au début. Je pense que c'est plutôt transmettre ce que j'apprenais. Et en fait, j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours aimé prendre des sujets et, euh, et y mettre ma touche un peu pédagogique. Et j'avais un modèle aux États-Unis qui s'appelle Brian Johnson, qui qui développait son business de cette manière-là. Et en fait, ça m'inspirait tellement ce qu'il était en train de construire que j'étais très inspiré par ça, par le fait de créer une sorte d'héritage. Mais c'était vraiment juste moi de la formation personnelle et le fait d'emmagasiner des connaissances et j'ai toujours été hyper curieux et donc du coup ça s'y prêtait bien. Ensuite après c'est plutôt que les fiches à la base je voulais les faire pour moi et quand j'ai commencé à les partager j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui les réclamait. Et en fait progressivement j'avais commencé à me dire mais ça va peut-être être ça le début de mon business. Ça serait de continuer de lire et par exemple, de prendre 30 bouquins sur un thème, d'éplucher les bouquins et, euh, et de créer un programme autour de ces livres-là. Et donc ça a été vraiment le... Alors, ouais, je pense qu'il y a un vrai déclic au début quand je me dis, OK, je ne peux plus continuer ce job-là, vraiment c'est plus possible, dans le sens où ça m'a ouvert à d'autres possibilités. Ensuite, après, il y a eu un deuxième déclic sur le fait de, bah tiens, en fait, ça pourrait être ça le business. Ça pourrait être ces fiches de lecture et des programmes. Et ensuite, euh, progressivement, ça m'a mis un pied dans le monde du coaching. Et il y a vraiment une idée de, bah ouais, en fait, je veux vraiment coacher les gens. Je veux vraiment être dans le travail avec eux. Et ça a pas mal coïncidé avec le fait que je commençais à être fatigué de faire beaucoup de programmes. Et ouais, je me suis vraiment plongé dedans. J'avais la chance d'avoir une audience déjà, donc j'avais la chance de pouvoir avoir des premiers clients assez facilement. Euh, et sur des modèles qui étaient les miens, en fait, que j'avais déjà créés sur les 3-4 années précédentes. Euh, mais ouais, il y a eu plutôt plusieurs épisodes. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais? Tu dirais que toutes ces lectures, ça a été pour toi comme une auto-formation en fait aussi en développement personnel. Il y avait aussi beaucoup de philosophie, donc en presque sagesse de la vie, et que Ouais, c'est ça qui t'a amené à te dire que en transmettant ça, tu t'es dit ok, je veux aller plus en profondeur. C'est ça que tu t'es dit, plus en profondeur, plus individuellement avec le coaching. ouais, je pense que c'est exactement ça. C'était une forme de formation en sagesse, entre guillemets, en vertu. Mm. C'était pas une formation de coaching. Je pense que c'est compliqué d'apprendre le coaching dans des bouquins. Et surtout, ouais, ça avait rien à voir en fait. Juste, ça a créé une grosse base de connaissances pour moi, qui pouvait me permettre déjà qui m'a permis de faire des formations, et ensuite qui pouvait me permettre d'entrer dans un mode entre guillemets consulting assez facilement, dans le sens Mm. où s'il y avait besoin de partager des méthodes, des idées, là pour le coup, j'avais à l'intérieur une base de données assez énorme et plein de choses que j'essayais moi en fait. Donc rien que de partager mes expériences là-dessus, ça pouvait avoir beaucoup de valeur. Je pense que mon vrai apprentissage du coaching ensuite, il s'est fait dans une forme de mentoring. Moi, c'est ma manière de toute façon d'apprendre. Et ouais, donc je dirais plutôt ça. Les bouquins, c'était des connaissances et de la sagesse. Ensuite, après, le coaching, c'était un autre chemin.
mais ça donnait quand même quelques bases, quoi, dans le sens où j'avais l'impression de savoir de quoi on parlait et les sujets qui touchent à ce qu'on peut aborder en coaching. J'avais vu tellement d'angles différents et même si c'était pas du coaching, il y avait beaucoup de ponts à faire qui étaient super intéressants. Super. Et est-ce que tu te souviens d'un moment précis où tu t'es dit, OK, ce que je veux, du coup, là, c'est enseigner l'art du coaching et transmettre ça, pratiquer ça? Ça me rend très curieux à quel point tu cherches ce moment très précis, le point de bascule. Yes. Euh, Écoute, dès que j'ai commencé mes... Alors j'ai plutôt tendance à être du style à... J'y vais et puis je vois après. Mm. Et dès que j'ai commencé mes premiers accompagnements, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond et puissant qui allait me faire ouais, beaucoup plus kiffer en fait. Donc je me souviens pas à ce moment-là d'un point. Alors il y a eu un sur cette année, sur cette fin d'année 2020, il y a eu un vrai moment quand même assez clé, effectivement, où euh, c'était vraiment une année où je m'étais fixé des objectifs très ambitieux. Et je les ai complètement explosés, ces objectifs-là. Et en fait, j'ai eu un moment vraiment, entre guillemets, ultra naze, où en fait, je me dis, waouh, c'est bon. En fait, j'avais, je pense, une sorte d'illusion de ligne d'arrivée, quoi. Quand j'aurai Ouais. atteint ça, ma vie sera parfaite. Et en fait, bon, bah, je suis vraiment tombé dans le piège, quoi. Il y a eu vraiment un truc de merde, mais en fait, je me sens seul, je me sens toujours aussi stressé dans ma vie. Ce truc-là, ça n'a pas bougé, ce truc-là, ça n'a pas bougé, ce truc. Donc en fait, il y a eu une compréhension aussi de, hop, 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 on va peut-être faire un vrai point là, parce que bah, vraiment, en fin d'année, je m'étais dit, à quoi bon refixer un objectif, quoi. Il y avait vraiment une idée de déception vis-à-vis de la promesse du fait d'atteindre un objectif. C'est genre un truc très concentré, euh, ouais, résultat, ligne d'arrivée, plutôt que vraiment process. Et ouais, quand même, ça a été un gros truc de, bon, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et je me disais, en fait, c'est pas tenable. Là, mon business, il est pas tenable, faut que je vois la vérité en face. J'ai absolument pas envie de continuer une autre année comme ça. Donc de là à me dire 2, 3, 5, 10 ans à ce rythme-là, c'est mort en fait. Donc ouais, il y a quand même ce moment-là où grosse remise en question. Mm. Et du coup, enfin, qu'est-ce qui était le plus dur pour toi dans ces moments-là ou même peut-être juste un peu avant, enfin, je ne sais pas si j'ai la bonne chronologie, mais où voilà, tu dis tu as lancé beaucoup de programmes et pour toi, il y a eu un moment où voilà, tu as senti que c'était stop. Donc peut-être c'est ce moment-là de 2020. Mais est-ce que tu veux peut-être exprimer qu'est-ce qui était vraiment challengeant pour toi en fait dans ces moments-là? Est-ce que c'est les périodes de lancement qui étaient super stressantes comme parfois partagent des gens? Est-ce que c'était, je sais pas, de soutenir tout le temps l'énergie? Est-ce que c'était d'être tout le temps focus et du coup pas disponible pour autre chose? Bah écoute, c'était un mix de tout ça. En fait, j'avais vraiment un rythme qui était très élevé, dans le sens où j'envoyais un mail tous les jours. Euh, En 2020, je faisais une vidéo tous les 2, 3 jours à peu près. Et tous les mois, je sortais un programme. Mais j'étais incapable de sortir un programme de formation en le faisant en 2 heures à l'arrache. Vraiment, j'avais une sorte de perfectionnisme là-dessus. Et, euh, et j'avais envie de partager un programme dans lequel pour lequel j'étais ultra fier, quoi. Et, euh, et en fait, je mettais 3 semaines à fond pour créer un Mmh. programme de 2, 3 heures, quoi. Et ce rythme-là, c'était juste impossible. Dans le sens, c'était le programme, les lectures, les emails quotidiens, euh, les vidéos. Et c'était 3 semaines intenses. Et la semaine que j'avais entre guillemets de break, bah, c'était pas une semaine où je partais en vacances, c'était une semaine où je continuais le rythme de tout le reste, où je réfléchissais à la suite. Et en fait, au bout d'un moment, je m'étais dit, mais merde, c'est impossible à tenir ça. Et j'étais éclaté, quoi. Et je me disais, il commençait à y avoir un vrai décalage en fait entre les valeurs que j'avais, ce que je partageais, ce que je prônais,
Et bah, en fait, moi, mon mode de vie, où c'était direction burn-out tous les mois, quoi, tous les ans. Enfin, il y a vraiment une idée de... Je me cramais, en fait. Donc, ouais, enfin, c'était le stress de tenir les délais que je me fixais moi. Ensuite, la pression vraiment de me dire, mais attends, si je prends un mois de vacances, là, peut-être que pendant un mois, il se passe rien dans mon business. Et donc, bah, ok, qu'est-ce qui se passe s'il se passe rien? Vraiment, cette peur-là. Ensuite, et ensuite, la solitude. La solitude dans le sens où bah, j'en venais, enfin, finalement, je créais mes programmes seul, à mon bureau. Et autant, il y a 3 4 ans en arrière, je rêvais de ça, de pouvoir être vraiment libre de faire ce que je veux, autant je me rendais compte que bah, je veux pas de ce type de liberté-là. Et euh, ouais, l'énergie aussi, tu vois, de me dire, mais est-ce que je suis autant excité encore de faire ça? Mm. Euh, il y avait vraiment ce côté où, et c'est là que j'ai rencontré Triplani, mon coach, et il y a eu une synchronicité incroyable parce que c'était les mots que lui utilisait, quoi. Du fait de, bah, en fait, dans ces aventures-là, si on fait pas gaffe, on se retrouve vite isolé, stressé, drainé, euh, seul. Et c'était exactement l'expérience que j'avais et c'était pas cool, quoi. Fallait vraiment que quelque chose bouge. Merci de ce partage. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce que je pense que beaucoup de gens expérimentent ça après se lancer en tant que solo entrepreneur en général, y compris moi. Je me souviens que la première année, ça a été aussi une année super intense et au bout d'un an, je me suis dit en fait, c'est pas du tout possible de continuer comme ça, donc on va lever le pied. Euh, Tu crois, enfin, qu'est-ce qui se joue? Est-ce que tu crois que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est la peur du manque qui fait qu'on va très très vite comme ça? Euh, Est-ce que c'est une fuite? Enfin, qu'est-ce que tu penses qui s'est joué pour toi et qui se joue peut-être souvent aussi pour les gens qui se lancent en Mm. tant qu'entrepreneur? Et alors, j'insiste aussi sur un point qui continue de se jouer, entre guillemets, dans le sens où j'ai pas l'impression qu'il y a une ligne d'arrivée là-dessus non plus. Mm. Et, et ouais, alors, en fait, ça va dépendre effectivement de chaque personne. Euh, je pense qu'on est en mode défensif. Donc, entre guillemets, on fuit. Je pense que ce qu'on fuit, c'est pas très clair. En général, une forme de malaise, un stress. En tout cas, ouais, ce qui est certain, c'est que dans ces moments-là, on n'est pas en train de chasser quelque chose en mode, ok, si je le fais, c'est cool, si je le fais pas, il n'y a pas de problème. S'il y a de la pression, s'il y a du stress, par définition, pour moi, c'est un mode défensif. On est une gazelle quand on se fait courser. Le lion, euh, il est OK avec le fait de se prendre 14 heures de repos par jour. Euh, Ça va vraiment dépendre de nos histoires. Moi, il y avait vraiment un truc de sécurité financière, entre guillemets, de me dire, OK, bah, quand j'aurai atteint ces chiffres-là ou ces chiffres-là, ligne d'arrivée, quoi. Mm. J'aurai plus de stress dans ma vie. euh, je, J'en sais rien, je pourrais faire ce que je veux. J'ai beaucoup de, alors j'ai beaucoup plus de clarté maintenant sur tout ça, hein, dans le sens où bah, je suis allé chercher tout ce qu'il y avait de crade. Euh, Il y a une vraie, il y a une vraie valeur chez moi autour de l'autonomie qui est très 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 Mm. forte. Et dès que mon autonomie entre guillemets est en danger, c'est facile pour moi de repasser en mode défensif. Ou dès qu'il y a l'illusion qu'elle est en danger. Et ensuite, je pense qu'il y a autre chose qui joue, euh, qui va être propre à chacun, mais qui est le fait que bah, il y a toujours des côtés obscurs aux qualités qu'on peut avoir. Et ces côtés obscurs viennent avec les côtés lumineux de la qualité. Par exemple, je suis quelqu'un de très déterminé. Je suis capable de mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose dès que je suis passionné. Et le pendant de ça, l'aspect vraiment pas cool de ça, c'est que bah, ça peut être très facile pour moi de me perdre là-dedans. D'y aller un peu tête baissée
quelques mois plus tard, de faire un point sur la situation, de me dire, oh bah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais pas que ça allait se passer comme ça. Et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était un travail super intéressant de voir selon les qualités et les valeurs que l'on a. Mais en fait, naturellement, il y a quelque chose qui va nous tirer de l'autre côté, qui sera un peu moins cool. Et si on fait pas gaffe à ça, on repasse très très vite en mode défensif. Merci. Et j'ai revécu ça en 2022, dans le sens où très emballé par cette année 2021, vraiment géniale. J'ai déménagé dans le sud, je bossais beaucoup moins, je me sentais vraiment pour le coup beaucoup plus libre, beaucoup plus connecté aux gens, j'avais moins de stress. Vraiment, j'avais une expérience de vie générale vraiment qui augmentait, qui devenait vraiment très plaisante. Et je me suis relancé en fait dans quelques projets nouveaux, avec des nouveautés qui, du coup, par définition, me faisaient découvrir de nouvelles choses. Ce qui est un aspect très positif, mais l'autre côté, c'est que il y a aussi des choses qu'on découvre qui sont pas forcément très cool. Et c'est tous les apprentissages qu'on fait sur le chemin. J'ai fini l'année 2022 vraiment compliqué, quoi. Et c'est là que j'ai aussi vraiment réalisé que bon, il y aurait pas de ligne d'arrivée. C'est quelque chose, c'est vraiment un travail constant, quoi. Et c'est là-dessus d'ailleurs que je mets des petits entre guillemets, et ça sera peut-être une prochaine question, et je veux pas spoiler ou quoi, mais on y reviendra. Je mets des guillemets sur les aspects de transformation, dans le sens où évidemment qu'on évolue, et évidemment qu'on peut beaucoup évoluer, et, euh, et avancer vers une vie beaucoup plus équilibrée. Maintenant, par exemple, j'ai l'impression que autant je peux aller guérir des aspects du passé un peu douloureux ou des traumas, autant je peux développer des fortes compétences et des nouvelles compétences sur comment vivre ma vie de sorte que ce soit purement intentionnel, choisi, et que j'ai une expérience de vie vraiment équilibrée, selon ma définition de l'équilibre, évidemment. Euh, donc, évidemment, on peut faire tout ça. Je pense que quoi qu'il arrive, euh, c'est aussi codé chez moi le fait que, voilà, j'ai tendance à très vite m'emballer. Et si je fais pas attention, je peux très vite aller me rebrûler les ailes ailleurs. Je pense pas qu'un jour je serai un Gianni qui est complètement. Enfin, je veux dire, ça fait partie de mon ADN, quoi. Maintenant, effectivement, on peut avancer et on peut travailler sur le fait de. Et je vais dire je d'ailleurs là-dessus. Sur le fait que je peux maintenir cet équilibre beaucoup plus légèrement et beaucoup plus facilement dans mon quotidien. 2022 m'a quand même montré que bon, on va pas être trop arrogant et on va rester humble sur le fait que on a beau travailler sur des entre guillemets des transformations, on apprend tous les ans. Et c'est ça qui nous fait évoluer d'ailleurs, en fait. Parce que je me dis, si on arrêtait d'apprendre, ce serait triste, même si parfois c'est apprendre par l'inconfort. Et d'ailleurs, ça me donne envie de rebondir sur une question. Je me souviens, je crois que c'était en 2021 où on avait fait quelques séances avec un ami qui était dans une posture de coach, un peu thérapeute. Et une de ses premières questions, c'était de me demander mon degré de souffrance par rapport à là où j'en étais, notamment de mon anxiété. C'était le moment où je réalisais qu'il fallait que je lève un peu le pied dans mon activité. Et il me disait que d'après lui, il n'y a pas d'évolution sans souffrance et que c'était mon degré de souffrance qui me donnerait l'envie de m'impliquer dans un accompagnement ou en tout cas dans ma capacité à transformer ma relation à l'anxiété, au stress, etc. Est-ce que toi, c'est une vision aussi que tu as? Moi, je me questionne là-dessus, je n'ai pas de réponse. Je me dis, est-ce que c'est forcément la souffrance qui nous donne envie de nous transformer? Ou alors, il y a peut-être une voie qui est peut-être plus douce et plus bienveillante? Voilà, je sais pas comment toi tu... Alors, je pense pas avoir non plus une réponse claire à t'apporter. J'ai envie de croire que non. Je pense qu'on peut pas nier le fait que c'est l'un des vecteurs de motivation les plus forts. Dans le sens où
bah, évidemment, si ton niveau de souffrance il est à 1 sur 10, pourquoi aller vraiment faire quelque chose là-dessus, quoi? D'ailleurs, on peut même se demander à quel point on serait conscient de quelque chose qui a un niveau de conscience de 1 sur 10. Donc, enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression que, en tout cas, une des certitudes que j'ai, c'est que bah, il y a certains aspects où tant que c'est pas, j'en sais rien, 6, 7, 8, 9 ou 10 sur 10, on fait rien. Ça reste confortable. Il y a beaucoup de résistance à aller changer et à aller travailler sur tout ça. Je pense que c'est même sain d'ailleurs que quand on n'est pas à ces niveaux-là, on fasse pas grand-chose parce que peut-être que sinon on s'arrêterait jamais. Maintenant, alors il y avait plusieurs éléments dans ce que tu partageais, juste pour être sûr d'avoir bien compris, mais ce que j'entendais aussi, c'est que j'ai entendu deux choses. Il y avait l'aspect de le niveau de souffrance pardon, qui déclenche le fait d'aller travailler dessus, Oui. mais aussi ensuite l'intensité, euh, entre guillemets, c'est pas tout à fait des bons termes, mais à quel point on est prêt à souffrir aussi pour aller travailler ces choses-là, dans le sens où, et tu me corriges si jamais c'était pas du tout un axe que tu avais en tête, mais d'expérience, c'est vraiment, bah, toutes les expériences que j'ai où je vais vraiment deep à l'intérieur, dans des endroits hyper crades, euh, qui sont vraiment challengeants, bah, en fait, c'est là que j'en ressors avec le plus de pépites. Et donc, il y a aussi ce truc, quoi. Il y a ce truc de d'accepter d'être perdu, d'accepter de se perdre, d'accepter de pas comprendre, d'accepter de pas entrevoir de solution, euh, d'accepter d'aller vers un endroit où ça nous ferait peut-être encore plus mal. Mais il y a des vertus là-dedans. Il y a un peu cette idée, c'est Phil Stutz qui utilise tout le temps l'expression Only the dead survives. Et il y a un peu ce truc de où on pourrait même, il y a un peu cette idée du chaos et la lumière en fait. De plus on est capable d'aller dans un endroit sombre et plus on pourra trouver de la lumière. Et j'entendais un peu ces deux aspects-là. Euh, je j'ai du mal à dire aujourd'hui à quel point il y aurait un. On peut avoir une approche douce. Alors, ça dépend de ce que ça veut dire doux, du coup. Oui. Parce que du coup, on a tous nos échelles de douceur, quoi. Il y en a, le moindre engagement sur quelque chose qui leur fait un peu peur, on est brut, quoi. Euh, donc je pense que voilà, déjà il y a ce niveau-là d'intensité à définir. À mon avis, on- alors ça va peut-être être dit d'une manière un peu crue, mais, mais c'est aussi ok. On peut très bien se cacher de ces endroits-là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que on peut vivre une vie entière sans aller fouiller dans entre guillemets dans cette merde-là. Et quand même vivre heureux, quoi, dans le sens où on n'est pas obligé d'aller vraiment mettre les mains dedans et de faire face à ce truc-là, euh, bah, pour vivre une vie qui est 100 fois plus satisfaisante. Maintenant, je pense que quand on en vient là, c'est que justement on a des niveaux, on n'accepte plus en fait le niveau de stress ou d'anxiété ou peu importe ce que ça peut être, on le tolère plus. Et effectivement, quand on en arrive là, euh, bon, le chemin vers quelque chose de plus sympa, c'est pas tout le temps le chemin le plus beau. Mais c'est un peu ce qui fait aussi que c'est. Alors, c'est un peu ce qui. C'est un peu là qu'il y a de la beauté aussi, quoi. C'est dans le fait que quand on veut, quand on veut guérir quelque chose ou transformer vraiment quelque chose, ça passe par des endroits où de base on se dirait pas, tiens, je vais aller passer mes journées là-dedans. Merci. Ouais, en fait, tu fais vraiment référence un peu à ce travail de l'ombre. Et ces derniers jours, j'ai beaucoup reconnecté à ça. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup ce travail de l'ombre dans mes accompagnements. Et je trouve qu'on peut y aller. Parfois, moi-même, je m'accompagne là-dedans. Mais parfois, j'arrête un peu parce que je trouve que c'est intense. Et c'est drôle. Je crois que c'est lui que tu as cité. J'ai regardé justement le documentaire là, sur Phil Stutz ces derniers jours. Et il parle vraiment de ça, de à quel point le travail de l'ombre est guérisseur. Et à quel point, en effet, ce qui est important, en fait, c'est d'accepter le chemin. Parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, en fait. Ouais, ça reste quand même le plus grand piège, hein, dans le sens où le point d'équilibre, ça n'existe pas. On,
on oscille toujours, on danse autour de cet équilibre-là, et la ligne d'arrivée n'existe jamais. Donc en fait, quand on accepte ça, ça peut faire beaucoup plus sens que, bon bah ok, va y avoir des moments pas cool, va y avoir des moments où on va se perdre, et tout ça est parfait en fait. C'est juste que quand on est dedans, quand on est dans la tempête, et vraiment, je trouve ça trop cool qu'on ait cet échange maintenant, parce que je pense qu'il y a un an, il y aurait eu un peu moins d'humilité là-dessus, d'avoir vécu une année 2022 aussi difficile, alors que pour moi, il y avait un setup pour que ce soit une année de rêve. Euh, Ça rend le truc vraiment plus réel pour moi. Tu vois, il y a vraiment une idée de, ok, euh, on oscille toujours autour du point d'équilibre. On a toujours ce truc, je sais pas, un peu casse-cou, tu vois. On a des envies nouvelles qui avancent sur notre chemin. On a des ambitions nouvelles, donc on va tenter des nouvelles choses. Et en fait, au fur et à mesure, c'est de l'expérience qu'on engrange. Mais parfois, cette expérience, on l'engrange d'une manière pas des plus plaisantes, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je sais que la dernière fois qu'on s'est parlé, on a eu une discussion justement sur cette notion d'attente. Et du coup, bah, j'ai envie. Enfin, moi, voilà, j'observe à quel point l'attente dans tous les domaines de la vie, professionnelle, relationnelle, mettre des attentes dans quelque chose, je sens que il y a une toxicité en fait dans cette notion de mettre des attentes. Mettre une intention, ça semble plus juste. Ou, enfin, voilà, je ne sais pas comment toi tu fonctionnes par rapport à ça. Mais comment tu as vécu, peut-être sur ces dernières années d'entrepreneuriat, cette notion d'attente que tu pouvais avoir, soit envers toi-même, soit envers les gens avec qui peut-être tu collabores. Voilà, comment tu vis le lien à cette notion d'attente, justement? Alors, il y a plein de... Ça soulève chez moi beaucoup de points, là, ce que tu me partages. Je vais les prendre un par un, et tant pis, tu pourras me reposer la question si jamais je me perds là-dessus. Alors, déjà de base, j'ai souvent des attentes vis-à-vis des gens qui sont très élevées. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille, parce que il y a rien... À la fois, j'ai envie de me convaincre, il y a une partie qui peut être assez sympa là-dedans, dans le sens de t'inspirer et de tirer vers le haut. Mais je pense que au fond, il n'y a pas grand-chose de sain là-dedans, dans le sens où ça peut très vite mettre la pression. Qu'est-ce que je peux te dire sur tout ça? Il y a plein de choses. Déjà, le fait que j'ai eu des expériences, du coup, de coaching, où les attentes avaient été, entre guillemets, mal définies. Et c'est terrible. C'est terrible parce que moi, de savoir qu'un client attend quelque chose qui pourrait mettre plus longtemps à arriver, ou qui n'est peut-être pas atteignable tout de suite, ou avec les compétences actuelles, pour moi, ça joue pas du tout. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Je connais les mécanismes qui s'enclenchent. Je passe en mode sauveur. Ça m'épuise. Et du coup, on rentre dans une forme de triangle dramatique dans une relation de coaching, et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc ouais, il y a cet aspect déjà de leçon, en tout cas, de prendre beaucoup plus le temps de clarifier les attentes dès le début. Il y a quelque chose que je faisais déjà depuis plus de 2 ans maintenant, qui est de différencier l'attente et l'accord. Et dès qu'il y a une attente qui n'est pas partagée, de mettre un accord dessus. Je me rends compte que c'est quand même quelque chose d'assez fragile et qu'il faut surveiller. Et du coup, par exemple, aujourd'hui, maintenant, avec mes clients, tous les 2 mois, on prend le temps de reparcourir les attentes qu'on a et on les pose sur la table. Parce qu'il n'y a aucune raison que l'attente qu'on a soit partagée par une autre personne. Une attente, c'est lié à nous, c'est lié à notre histoire, à nos croyances. Et souvent, il y a des choses pas très cool qui émergent quand on attend quelque chose de quelqu'un alors qu'il n'y a pas du tout la même attente. Maintenant,
un autre aspect serait juste de me dire, ok, mais alors on peut se fixer une intention, on peut se fixer des accords, on peut se fixer des objectifs, ça m'a l'air naturel aussi d'avoir des attentes, quoi. C'est humain. Ouais. euh, je pense que c'est peut-être une compétence avec le temps qui se développe de pas tomber dans le piège de l'attente et plutôt de le prendre comme un message et de le clarifier et de voir ce qu'il y aurait derrière. Maintenant, ouais, ça m'a l'air très humain, effectivement, d'avoir une attente, quoi. Ce serait comme dire d'avoir une croyance, tu vois. C'est très dur de ne Mm. pas avoir de croyance sur quelque chose. Mm. Bon, je sais pas où on en est vis-à-vis de ta question. Non, mais c'est très juste et ça me donne envie de rebondir. Donc, bah, je sais que toi, tu parles beaucoup du cadre et je trouve que c'est super inspirant par rapport à ça dans ton approche du coaching et je sais que c'est fondamental. Et en fait, moi, je sens en effet comme toi que euh, le cadre, c'est ce qui permet, enfin moi personnellement, en fait, en tant qu'accompagnante et accompagnée, c'est ce qui me permet de me sentir en sécurité. Et c'est ce qui, je trouve, pose les fondations d'un coaching qui normalement va bien fonctionner et où va pas y avoir des choses qui vont se rejouer entre l'accompagné et l'accompagnant. Est-ce que toi aussi c'est ta vision des choses ou pour toi quelles sont les vertus du cadre en fait? Alors, je partage complètement euh, dans la notion d'accord que je venais de partager. Pour moi, le cadre est beaucoup là-dedans. Que vraiment tout soit clair dès le début. Maintenant, ouais, ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que avoir un cadre solide, c'est génial, mais c'est une chose. D'avoir un cadre solide pérenne, c'en est une autre. Mmh. Et surtout dans des accompagnements qui sont longs. Mmh. Et c'est dans ce sens-là que je te disais que je prends du temps tous les 2 mois pour reclarifier ce qu'on fait, les enjeux de notre accompagnement, le rôle que je peux avoir aussi dans cet accompagnement-là, les attentes qu'on peut avoir, ouais, vraiment le contexte général. Parce que bah, c'est une chose de clarifier en début d'accompagnement, on peut s'y perdre aussi, quoi. On peut juste oublier, on peut petit à petit dévier et on s'en rend pas trop compte au début. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. Donc, ouais, maintenant, il y a vraiment une approche où le cadre est partagé euh, avec la personne en face de moi, partagé avec énormément de clarté. S'il y a le moindre manque de clarté sur quelque chose, on le clarifie, on prend le temps. Et on ne perd jamais du temps à faire ça. Et ensuite, ouais, c'est un peu là, c'est quelque chose sur lequel je travaille maintenant aujourd'hui, de maintenir ce cadre. D'être vraiment le garant du fait de maintenir ce cadre. Et je pensais à tort que ça allait se faire tout seul, entre guillemets, ou que j'avais pas besoin d'y penser parce que naturellement, je m'en occuperais. Euh, ouais, je mets de l'énergie là-dessus. Je mets de l'énergie pour m'assurer que je peux vraiment être le garant de ce cadre-là. Et ouais, une des façons pour moi, c'est de prendre un moment tous les 2 mois et de revenir sur tous les points qui constituent la base de travail que j'ai avec un client. Mmh. Ça demande une honnêteté radicale, je trouve. Est-ce que pour toi, ça, cette capacité à poser le cadre et à le maintenir, c'est comme la première compétence du coach ou, Euh, Ça pourrait. Maintenant, euh, maintenant, je trouve ça. Pour moi, c'est vraiment une compétence qui se développe dans l'expérience. Hmm. Donc, en fait, de le dire en première compétence, ce serait un peu dur pour moi parce que, bah, en fait, ça sous-entendrait que tu peux pas coacher, limite, tant que tu ne l'as pas. Euh, Vraiment, l'an dernier, j'ai tellement appris là-dessus que, et ça ne m'empêchait pas non plus de travailler. Maintenant, oui. En fait, c'est vraiment, vraiment très important. Et dans cet espace de cadre, la question qui me vient, c'est du coup, tu ouvres au feedback aussi de la personne ou Oui, alors, excuse-moi, tu parlais d'honnêteté radicale. oui. Euh,
c'est pareil. Je me suis rendu compte là que l'honnêteté radicale, c'est facile dans un certain contexte. Euh, Dès qu'on se sent en sécurité, c'est facile. Mm. Euh, je pense que... Alors, il y a plein de compétences que j'estime beaucoup dans le coaching. Cette honnêteté en fait partie. Une vraie intrépidité aussi en fait partie. Et en fait, c'est pareil, c'est quelque chose où je pensais que ça me définissait, parce que c'était dans mes valeurs. Je me rends compte que non, c'est un travail quotidien et que ça demande de la sécurité, en fait. Dès qu'il y a le moindre truc qui est menacé à l'intérieur. Et ça demande un peu de temps, j'ai l'impression, pour vraiment avoir une forme d'énorme clarté sur dès que le moindre petit truc se produit, quoi. Euh, Dès qu'il y a le moindre sens de menace, dès qu'il y a un chouïa pour moi, c'est des compétences qui se pratiquent avec une sécurité 10 sur 10. Et je parle pas forcément dans le rapport à l'autre, hein, mais dans son rapport à soi. Euh, Si je suis pas à 10 sur 10, et je l'ai expérimenté du coup récemment, bah, je me rends compte que je vais pas pouvoir être autant intrépide, ou je vais pas pouvoir être autant honnête, et je le veux, mais ça va être trop difficile et les trucs qui vont forcément passer à la trappe. Donc ouais, je voulais juste ajouter cette petite partie-là euh, c'est bon, c'est comme dans tout. Je parlais de jeu tout à l'heure ou de kiff. Euh, pour jouer dans son business, ça demande d'être en sécurité. Pour jouer tout court dans la vie, ça demande d'être en sécurité. Et je pense que de travailler sur sa propre sécurité intérieure, évidemment, là, il y a un vrai travail pour le coach, dans le sens où, ouais, c'est quand même un truc très fort, quoi. Si jamais on n'a pas, si jamais on se sent pas pleinement, si jamais on n'est pas ultra safe, c'est très dur de s'exprimer pleinement. Je pense que c'est valable pour n'importe qui dans la vie, de toute façon. Mm. Euh, Là, dans le métier du coaching, ça l'est particulièrement. Et j'ai perdu ta question, du coup. Non, merci de cet éclaircissement parce que je le dis et je le partageais récemment à une cliente où pour moi aussi ça vaut beaucoup. C'était une personne que j'accompagnais plus sur son aspect de vie relationnelle, tu vois. Et je lui disais, pour moi, il y a pas de relation encore moins intime, tu vois, s'il n'y a pas de sécurité. Et pour moi, c'est vraiment le premier, enfin la fondation. Et je le dis Oui, parce que j'ai expérimenté des relations où je me sentais pas en sécurité et j'ai vu à quel point, bah, en fait, c'était un poison dans tous les autres aspects de la relation. Donc, je pense que ça fonctionne pour tout. Et je me souviens que ça a été très fort quand on a échangé pour la première fois l'an dernier, où tu m'as dit ça, tu m'as dit en fait, là, tu manques de sécurité et du coup, tu t'es plus en mesure d'être dans la légèreté et le jeu. Et c'était mm, très, très fort. Et je pense que ça rejoint aussi tout ce qui est enseigné aujourd'hui sur le système nerveux, etc. Mais c'est juste cette base-là qu'en fait, sans sécurité, bah, l'être humain ne peut pas évoluer sainement et dans une direction d'amour, en fait. On est complètement en mode survie ou défensif, comme tu disais. ouais, j'aime beaucoup observer les animaux là-dessus, dans le sens où il y a deux animaux qui vont se croiser, on va tout de suite le voir, ça. Il va y avoir une sorte d'aspect un peu craintif au début, et dès qu'il y a une, il y a comme une barrière qui tombe au bout d'un moment sur le fait de, ok, c'est bon, on est safe, on s'amuse, et là, on les voit s'éclater. Et des chiens, par exemple. Et on a les mêmes types de fonctionnement partout. Je pense qu'on alors, je sais pas l'âge de ton audience sur son podcast, mais on a tous dû expérimenter, par exemple, des relations sexuelles catastrophiques où, bah, en fait, on s'amuse pas du tout parce que on protège quelque chose ou on veut pas montrer quelque chose. En tout cas, on n'est pas bien, quoi. Versus d'autres relations où on est pleinement nous-mêmes et on se sent safe et là, on peut aller s'éclater. Et je pense que c'est pareil dans n'importe quel type de relation qu'on peut avoir. Et c'est la même chose dans une relation de coaching où si on veut de la vérité, si on veut de l'honnêteté radicale, si on veut de l'intrépidité, si on veut... En fait, ça demande ça. Ça demande ce contexte-là. Et dans le contexte, il y a l'aspect de, évidemment, la confiance qu'il y a entre les deux personnes, mais aussi son propre niveau de sécurité intérieure à chacun, quoi. Mm. Ouais, merci. Merci. Et bah, du coup, ça me donne envie de rebondir sur la question des attentes. Parce que, et j'observe aussi chez moi hein, ce haut niveau d'exigence envers les personnes de mon entourage.
Et je vois, enfin en tout cas je sens en moi que c'est aussi le costume de coach qui m'a fait être exigeante envers les gens parce que je vois leur potentiel de transformation. Sauf que, et je me souviens que ça fait partie des choses que tu as enseigné ces derniers mois, que il n'y a pas de coaching sans consentement. Et donc, le coach, il n'est pas là pour... alors, même si c'est pas coacher ses proches, mais c'est quand même le regard du coach qu'on dépose sur quelqu'un de notre entourage. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi parce que c'est ça que je vois qui se joue. Et donc, je vois tout le potentiel de la personne. Et donc, je suis très exigeante envers elle. Et je mets des attentes, du coup. Et c'est là où, comme tu disais, en fait, il y a des choses qui se jouent qui sont pas saines dans la relation. Et s'il y avait un conseil, du coup, que toi, tu pourrais donner aux personnes qui vivent aussi ça, et je pense que beaucoup de personnes vivent ça peut-être quand elles se forment au coaching ou quand elles se connectent à l'énergie du coaching au début, avant de se former, etc. On peut avoir ce travers de prendre la posture de coach en permanence, alors que il n'y a pas d'espace de coaching qui a été ouvert en terrasse avec un ami ou avec un parent. Donc, comment toi, tu ramènes quelque chose de juste et comment on enlève en fait sa casquette de coach dans ces cas-là pour revenir dans une relation de cœur à cœur sans le prisme du coach. Elle est sympa ta dernière phrase parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'on vive dans un monde où la question serait plutôt quand est-ce qu'on met notre casquette de coach plutôt que quand est-ce qu'on l'enlève. Parce que du coup, j'ai l'impression que tu vois, la façon dont elle est formulée, ça serait un par défaut. Que une fois que tu es coach, entre guillemets, je veux dire, dans ton boulot, ou qu'une fois que tu as cette casquette de coach, voilà, bah en fait, le sujet c'est quand est-ce que tu l'enlèves. Yes. Alors que non, plutôt ce serait l'idée de, ok, quand est-ce que je mets cette casquette-là. Et d'ailleurs, je pense que je vais répondre à ta question avec cet exemple-là, du coup, de la casquette de coach, elle est pas clouée sur notre tête. Et je pense que ça serait beaucoup plus pertinent qu'on se dise tous à chaque fois, ok, est-ce que là, il y a un contexte partagé dans lequel je peux mettre ma casquette? Ou limite, peut-être qu'on pourrait simplement euh, demander la permission de mettre cette casquette-là, à n'importe quel moment. Maintenant, pareil, on est humain. Quand on fait ce métier-là, en général, on est ultra enthousiaste, on adore ça, on est très curieux. C'est dur, quoi. C'est une vérité aussi, tu vois. On peut très vite s'emballer. Et alors, moi aujourd'hui, c'est l'expérience et le temps qui font que c'est bon. J'arrive à dissocier vraiment les deux, les deux modes, entre guillemets. Et du coup, à choisir quand est-ce que j'entre dans cette posture-là. C'est plus une posture par défaut. Euh, Maintenant, ouais, je pense que c'est une discipline qui se développe. J'en veux pas si j'ai un jeune coach en face de moi. J'en veux pas si je vois que il se met à coacher sans permission. Par contre, je vais tout de suite lui faire remarquer parce que ça reste, ça reste inacceptable entre guillemets. Ça, je te dis ça, je bosse dessus évidemment. Euh, un truc je sais pas à quel point ça pourrait aider, mais en tout cas, ce que je fais quand je me prends parfois encore les mains dans le sac. L'autre jour, j'avais une conversation par exemple avec quelqu'un qui était passionnante, la conversation, et je suis vraiment entré malgré moi dans un mode coaching. Et le jeu, je pense que c'est ça. C'est au lieu de s'en apercevoir au bout de 3 jours ou de pas s'en apercevoir pardon du tout, ou de s'en apercevoir au bout de 4 heures ou 30 minutes, c'est de raccourcir ce temps-là. Et c'est de pouvoir se dire, ok, paf, je viens de poser une question là. Limite un signal. Et en 2 minutes, de pouvoir se dire, merde, je suis entré dans cette posture-là. Et du coup, d'en parler tout de suite, de mettre de l'humour là-dedans. En tout cas, c'est ce que je fais. Écoute, je m'emballe un peu, je suis désolé. Je me rends compte que j'ai mis ma casquette de coach. Est-ce que tu es OK avec ça? J'enlève tout de suite si jamais c'est un peu trop intrusif. Et en général, bon bah voilà, ça allège complètement là. Alors, je dis ça allège. Parfois, il n'y a aucune situation, la personne ne va pas s'en rendre compte. Mais je trouve que c'est très bien pris en général, qu'il y ait cette prise de conscience-là de notre côté et qu'elle soit partagée en fait. Et ensuite,
par rapport au début de ta question, il y avait une idée autour du fait de s'emballer vis-à-vis des gens. Mm. Et bon, j'ai pas de conseil là-dessus parce que je plaide coupable. Euh, je pense que bah, c'est pareil. Ça peut être une très belle qualité et il y a un côté obscur à cette qualité-là. Euh, je, je ne vois que le potentiel de la personne en fait en face de moi. J'ai l'impression c'est très très dur. En fait, quand je vois quelqu'un, il y a plein de petits personnages à l'intérieur qui s'emballent de ouf. Et j'ai quand même une petite expérience en 2 minutes à partager d'un truc qui m'est arrivé tout à l'heure du coup. Avec joie. Euh, En fait, il y a vraiment cet aspect où, ouais, je veux plus tomber dans ce piège de partager l'enthousiasme que j'ai pour quelqu'un. Parce qu'en fait, ça pourrait déjà être beaucoup trop intrusif. Si la personne ne le voit pas ou le ressent pas, ben, en fait, peut-être que ça va lui mettre une pression complètement inutile. Et surtout, c'est, euh, je sais pas comment trop le dire, mais c'est my shit, quoi. Tu vois, c'est mon truc. Mm. C'est moi qui m'emballe pour elle. Elle a pas du tout envie d'être emballée, si ça se trouve, tu vois. Disons que ça me regarde moi. Euh, Il y a vraiment un côté où je peux pas m'en empêcher de voir ça. Maintenant, je peux m'en empêcher de le partager maintenant. Et du coup, ce que j'ai fait tout à l'heure, et j'étais trop content, parce que je me suis dit, tiens, j'ai l'impression du coup que je progresse, ça a été bah, vraiment de prendre un petit moment avec quelqu'un et de lui partager ça, de lui dire, écoute, j'ai vraiment tendance à m'emballer, je vois beaucoup de choses qui pourraient être vraiment incroyables. Maintenant, est-ce que tu as envie de les entendre déjà? Est-ce que, enfin, ou plutôt je vais poser des questions autour pour sonder entre guillemets, si jamais c'est quelque chose qui pourrait intéresser la personne et que ce soit pas violent pour elle. Et je peux avoir quelqu'un en face de moi du coup qui va me dire, écoute, évidemment que j'ai de l'ambition grave. Si tu vois un truc que moi je vois pas, partage-le moi quoi. Et je pense que la plupart du temps ce serait ce type de situation. Mais du coup, ça laisse de l'espace si jamais quelqu'un, pas forcément on peut lui demander, mais on sentirait que oh, hop hop hop. Euh, c'est complètement inapproprié là de partager ça. Mm. Mais ouais, c'est un peu le côté obscur de ce truc-là, c'est clair. Merci. Mais du coup, voilà, je me dis, on peut partager le côté lumineux. Moi aussi, le coaching, je vois pas comment je peux faire sans, tu vois. Et je me souviens que quand j'ai créé mes activités, je me suis dit, ah, en fait, j'ai vraiment besoin du coaching parce que c'est cette posture-là, en fait, que j'ai envie d'avoir dans tous les aspects de mes activités, en fait. Et, et toi, enfin, si tu devais partager voilà, en quelques mots, ta passion du coaching, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qui, bah, en fait, c'est peut-être pas encore très concret, ils n'ont jamais vécu un coaching, ils en entendent parler de plus en plus, mais ils comprennent pas vraiment ce qui se joue dans un coaching. Qu'est-ce qui fait que toi, bah, justement, ça éveille ta flamme et que tu en es passionné, en fait? Euh, alors, si tu me dis encore en quelques mots, je dirais, bah, essaye, quoi, tu vois. Euh, ce qui est génial dans une session de coaching, c'est qu'il peut se passer des trucs incroyables et il peut rien se passer, quoi. Enfin, c'est toujours une exploration, on sait pas où on va. Euh, alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect, effectivement, qui peut être un peu frustrant quand on est dans le milieu du coaching, qui est que un coaching, ça s'expérimente, ça se vit, ça se raconte pas. Et donc, c'est très dur de parler de coaching, notamment à des personnes qui n'ont pas vécu ce que ça peut être, parce que euh, ça se raconte pas vraiment l'expérience d'une prise de conscience. Et si on part du principe, là, dans notre conversation, et tu me diras à quel point tu peux partager, mais alors, le coaching, c'est qu'un outil, et quand on accompagne, on peut utiliser d'autres outils, mais quand le coaching est l'outil principal, la base du coaching, c'est de faciliter l'insight, c'est de faciliter la prise de conscience. Et on peut avoir une prise de conscience et notre vision du monde, elle change complètement. Et ça, souvent, ça peut créer, euh, ça peut créer des débuts de choses vraiment incroyables pour la suite.
parce qu'on voit quelque chose d'une certaine manière, puis on change de lunettes et tout à coup, on le voit différemment. Et quand on le voit différemment, on peut plus le revoir comme avant. Euh, je pense que j'inviterais à de la curiosité, mais j'en ferai pas trop non plus, tu vois, dans le sens où, bah, si ça te parle pas, si tu as l'impression que c'est un truc, j'en sais rien, qui te conviendrait pas, ou bref, soit tu es curieux et tu dis bah ok, allez, essayons. Soit ça te parle pas et on va pas forcer les gens non plus, quoi. Enfin, il y a un temps pour tout aussi, tu vois. Pendant des années, enfin, je veux dire, le travail de thérapie que j'ai pu faire récemment, en soi, j'en aurais eu besoin il y a même 10 ans, tu vois. Maintenant, j'étais pas du tout appelé par ça. Et donc, je pense qu'aussi, il y a un timing qui peut être intéressant. Euh, on le sent quand il y a des choses à faire bouger, que ce soit en termes de passé ou de futur. On le sent quand il y a peut-être un truc qui commence à vraiment nous faire mal et à aller guérir. Mm. On le sent quand il y a une trajectoire qu'on est en train de suivre et on se dit non, j'ai absolument pas envie de suivre cette trajectoire-là. J'ai pas envie de savoir dans 5 ans exactement où j'en serai, ce que je ferai, parce que ma trajectoire est complètement linéaire. J'ai envie que les choses bougent de manière un peu différente. Bon, bah, selon ce qu'on a envie, il y a des accompagnements pour tout, quoi. Et ouais, je suis un peu prudent aujourd'hui dans le sens où bah, on n'a pas non plus à convaincre que c'est l'outil le plus incroyable du monde et euh, j'allais dire que c'est le meilleur métier du monde, mais si, c'est quand même le meilleur métier du monde, donc ça je peux. Non, je plaisante ça. Il y a quand même un aspect où ouais, c'est un peu parfois challengeant de garder de la mesure dans son excitation pour sa passion. Et en fait, bah, c'est comme tout, quoi. Il y a un aspect où moi je sais qu'en général, quand je parle d'une passion, j'arrive à intéresser. Dans le sens où je suis tellement à fond dedans que je pourrais être passionné de boutons de manchette. Je pense que j'arriverais à faire des vidéos sur YouTube là-dessus. Mais ça veut pas dire que tout le monde sera intéressé non plus, tu vois. Il y en a peut-être au bout de 5 minutes, ils me diraient, bon bah ok, c'est super tes boutons, mais je m'en fous un peu, quoi. Bon bah voilà, il y a aussi des gens qui s'en foutent du coaching et c'est très bien. Et non, je pense que j'inviterais juste à la curiosité si jamais on a envie d'être curieux vis-à-vis de ça, on n'a rien à perdre, quoi. Mais c'est comme n'importe quel type d'accompagnement, en fait. On n'a rien à perdre à aller faire une séance de psy, de thérapie ou de n'importe quelle forme de thérapie, d'aller faire une session d'avoir une conversation de coaching ou d'avoir une conversation, même pas de coaching forcément, mais qui, qui poserait des choses sur la table qu'on oserait moins sortir au quotidien. Il n'y a rien à perdre. Au pire des cas, on a une conversation sympa avec quelqu'un et on donne pas suite, quoi. Ça me donne envie de te poser 2 questions. Toi, par exemple, sur ces 2 ou 3 dernières années, qu'est-ce que toi, le fait de te faire coacher, ça t'a apporté? Et comment tu choisis tes coachs? Alors, euh, alors ce que ça m'apporte 1 million de trucs. Déjà, moi, je crois au coaching. Je fais ce métier-là et je crois dans ce métier-là. Donc, c'est impensable pour moi de pas me faire coacher sur la trajectoire que j'ai envie de suivre. Dans le sens où, en tant que coach, on est les mêmes humains que les autres. On voit pas nos angles morts. Il y a plein de choses à l'intérieur qu'on voit pas. Et d'avoir un partenaire de réflexion, un coach, un mentor, ou peu importe, pour moi, c'est une évidence, de par aussi la valeur que j'en tire. Euh, Ensuite, il y a un autre aspect qui est que je vais vers des personnes qui m'inspirent de dingue. Et j'ai toujours ce truc-là de me dire, euh, de me donner les moyens, entre guillemets, de me faire accompagner avec les personnes qui m'inspirent le plus. Quitte à attendre un petit peu. Mais c'est un peu l'énorme kiff de mon aventure entrepreneuriale. C'est avec ma boîte de pouvoir me payer des accompagnements avec des personnes où, bah, dans d'autres circonstances, ça serait pas possible. Et surtout qui m'apportent énormément. Et par exemple,
bah, mon coach, c'est aussi pour moi vraiment mon premier mentor dans cette discipline-là, dans le sens où c'est mon modèle en tant que coach. Hmm. Et je sais aussi que le mentoring, c'est ma façon d'apprendre. Ne me mets surtout pas dans un groupe de 25 personnes avec un PDF, tu vois, ou un PowerPoint. J'apprends. Après, ça, c'est de la connaissance de soi, tu vois, mais j'apprends one-to-one avec quelqu'un qui m'inspire. Bon, bah, une fois que je sais ça, je peux aller choisir les gens avec qui je vais aller apprendre. Et donc, en fait, ouais, il y a un mélange de tout ça. Il y a un aspect de, à la fois, euh, à la fois, je vais vers des personnes qui m'inspirent à fond, donc je suis ultra enthousiaste. Et d'ailleurs, je pars même avec l'état d'esprit de me dire, ça va être à moi de les convaincre qu'ils peuvent m'accompagner. Parce que ça doit pas être hyper simple. Et je me souviens d'ailleurs, pour tuer, je m'étais mis la pression pendant 2 mois. C'était assez marrant. C'était mon objectif de fin d'année, quoi, de pouvoir me faire accompagner par lui sur l'année d'après. Je pense qu'avec lui, par exemple, je vais bosser les 10 prochaines années avec lui. Et c'est ma façon de l'accompagnement d'ailleurs, tu vois. C'est de créer des relations à très long terme. Je ne me vois pas me faire coacher par quelqu'un d'autre. Et ensuite, en termes de, par exemple, si je me fais accompagner par un ou une thérapeute, bah pareil, je vais aller prendre quelqu'un qui m'inspire vraiment. Peut-être quelqu'un que je vais trouver sur du contenu sur Internet, par exemple. Et j'ai un petit biais là-dessus qui est assez crade d'ailleurs. C'est que je peux pas appeler le numéro de n'importe qui. Bah pareil, j'ai des attentes très élevées vis-à-vis du travail qu'on peut faire. Euh, si je vois quelqu'un qui me montre une vraie compétence, avec qui ça match en termes de personnalité, là ouais, let's go. Merci de ton partage. Je t'en prie. Et j'ai envie de te poser aussi une autre question par rapport à tout ce dont on s'est partagé. Et ensemble, on a aussi discuté ces dernières semaines de l'évolution du marché de l'infopreneuriat, comme on pourrait dire un peu, en tout cas aussi du marché du coaching en 2022. Et le marché a beaucoup évolué. Beaucoup de personnes ont dit qu'elles ont eu de la difficulté à se positionner. Et toi, ça a quand même été, comme tu disais, une très belle année pour toi, 2022. Et en même temps, tu as vu plein de choses à ajuster. Donc, ce que j'avais envie de t'inviter à partager, c'est peut-être voilà, tes quelques déclics de l'année, les choses que tu retiens pour la suite. Et puis, aussi par rapport à tout ce parcours que tu as partagé depuis 2020 notamment, qu'est-ce que tu mets en place en fait pour continuer d'être toi au centre de ta vie et au service de ton business, mais sans te laisser trop absorber par ton business et qui, je crois, enfin, pour moi, c'est vraiment un grand challenge que je vis et que je pense beaucoup de gens vivent, de se sentir soutenu par son business et en même temps de le soutenir, mais sans qu'il y ait une dynamique trop absorbante dans cette relation-là. Sacré challenge, ta question, Anaïs. Euh, je sais pas où ça va nous mener. J'aimerais commencer. J'aimerais commencer avec déjà l'idée de. Pour moi, c'est hyper important de garder toujours en mémoire pourquoi je fais ça. Et au-delà de l'aspect pourquoi le coaching et tout ça, qui sont une catégorie de questions, il y a la question de pourquoi ce business-là. Et par ce business-là, j'entends la façon dont moi je fais tourner mon entreprise. Et l'une des bases pour moi, c'est que mon entreprise soit au service de mon lifestyle et pas l'inverse. Et ça, je peux vite avoir tendance à l'oublier. Donc déjà, j'ai une pratique de d'avoir ça le plus souvent devant moi possible, dans le sens où ça me permet de prendre des décisions. Ça me permet d'auditer, entre guillemets, très souvent. Ok, est-ce que cette semaine, j'ai eu l'impression que mon business était au service de ma vie, de mon lifestyle? Ou est-ce que c'est plutôt moi qui étais au service de mon business? Ensuite, il y a une idée de... alors attends 2 secondes, j'ai l'impression que je viens de le perdre. Il y a une idée de... on ne sait pas forcément dans quoi on met les pieds à chaque fois. Quand on est audacieux et qu'on a envie d'entreprendre des nouvelles choses, on ne peut pas savoir à l'avance exactement ce qui va se passer. Maintenant,
il y a plutôt un aspect assez acquis maintenant chez moi que tout est toujours neutre. Je peux m'emballer pour quelque chose et peut-être passer à côté des points un peu dégueux qui vont venir après. Je sais très bien faire ça. Je peux aussi être un peu dur avec moi-même vis-à-vis de certaines expériences et passer à côté de toutes les pépites qu'il y aurait derrière. Donc il y a cet aspect important pour moi aussi de me rappeler que chaque chose que je vais entreprendre, c'est équilibré. Et du coup, c'est juste un rappel pour moi de, bah, si jamais je vois que des trucs de ouf, ça me permet d'aller chercher les petits points, pas en mode un peu maso de, il y a forcément des trucs qui vont pas, mais au moins d'avoir une forme ouais, de vérité vis-à-vis du truc. C'est un peu comme quand tu démarres une nouvelle relation amoureuse et qu'en fait, tu serais complètement gaga, tu vois, et que tu passerais à côté du reste. Et ça, je vis beaucoup ça dans des relations avec des nouveaux clients, avec des nouveaux projets, avec des nouveaux programmes que je vais lancer. Et voilà, de moins en moins. Parce que maintenant, il y a vraiment cette idée de, OK, où est-ce que ça se cache, les petits trucs pas cool? Et s'il n'y en a pas, où est-ce que ça pourrait se mettre? Et ça me permet d'anticiper. Euh, Ensuite, ce que je fais, alors je suis tombé absolument fan d'une pratique qui est plutôt d'ordre thérapeutique à la base, qui est souvent utilisée aussi dans le coaching et qui est pour moi un merveilleux outil quotidien, c'est l'IFS, Internal Family System. Oui. Ouais. Et je vais beaucoup partager là-dessus prochainement d'ailleurs parce que ouais, il y a vraiment des choses assez folles en termes d'impact sur mon quotidien. Bon, vraiment, c'est cette idée de base de on est plusieurs à l'intérieur et que chaque personnage est de l'écoute et de l'attention. Et je vais me faire quotidiennement des petits moments où je vais aller voir ce qui se passe. Je vais aller voir s'il y a des voix qui veulent dire quelque chose à l'intérieur, ou s'il y a un aspect où il y a une frustration, ou s'il y a une émotion, ou s'il y a quelque chose en particulier. Et la façon dont je voyais la méditation avant, c'était vraiment une sorte d'un entraînement à la tranquillité. Et il y a une pensée qui émerge, et puis, bon, blablabla, tu la laisses passer comme le nuage. Maintenant, il y a plutôt une idée de. J'ai beaucoup de clarté maintenant sur les grands personnages qui me constituent. Euh, Peut-être un enfant un peu blessé par certaines choses, peut-être un gardien, un protecteur de mon autonomie, qui pourrait surgir dès que mon autonomie est menacée par quelque chose. Et il y a cette idée de mettre tout le monde à la table, entre guillemets, et de, OK, comment on est aujourd'hui? C'est quoi le tableau? Et plutôt que d'avoir une idée de j'ai une pensée qui vient et je la laisse passer, j'ai plutôt une idée assez introspective de bah ok, comment on se sent aujourd'hui, qui est plus présent, qui a quelque chose à dire, qui est content, qui est pas content. Ça peut sembler ultra perché la façon dont je le raconte si on n'est pas familier avec ce type de système, mais ça m'aide beaucoup à la fois à maintenir l'équilibre et à la fois à ne pas ignorer trop longtemps des choses qui seraient pas très ok, mais qui seraient plus faciles d'ignorer, si jamais ça a du sens, ce que je viens de dire. Oui, tout à fait. Je te remercie. Ça résonne beaucoup parce que j'intègre aussi beaucoup cette pratique depuis 1 an bientôt dans mon quotidien, dans mes accompagnements, même si j'avais une façon de le faire qui ressemblait, je pense, déjà beaucoup à l'EFS dans mes accompagnements. Et je trouve que c'est merveilleux parce qu'en fait, ça apporte une complétude. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, en fait. Du coup, je me sens complète parce que j'ai accepté d'entendre toutes les parts de moi et chacun, normalement, a un besoin qui est nourri. Et je trouve que ça lève des saboteurs d'une façon incroyable, en fait. Cette pratique, ça apporte un bien-être, une harmonie intérieure et une levée de l'auto-sabotage qui est incroyable. Et donc, j'avais beaucoup de gratitude pour cette pratique. Et donc, j'invite les gens à l'expérimenter, si vous nous entendez, parce que Ouais, et puis c'est très beau. un aspect vraiment formidable de cette pratique-là, c'est que donc c'est une pratique qui a été développée par Richard Schwartz, et, et c'est en fait la théorie qu'il a
Et ensuite, on peut la rejoindre ou pas, mais moi, en tout cas, j'adhère complètement. Que derrière nos blessures, derrière nos protecteurs, nos gardiens, il y a une part euh, avec laquelle on est né, qui est pure, entre guillemets, qui est notre vrai nous. On l'appelle le self dans l'IFS. C'est la part de nous qui est naturellement curieuse, joueuse, bienveillante, à l'écoute. Et j'aime beaucoup aller chercher ça, en fait. L'impression que j'ai en prenant le temps d'écouter les différentes parties, et c'est l'une des bases d'ailleurs de l'IFS, c'est que quand on apporte de l'écoute, euh, ces parts se dissocient de notre self à nous. Et on a accès à quelque chose. On pourrait, j'étais beaucoup dans l'optimize coaching avant, et on avait cette idée d'optimus ou de meilleure version de nous-mêmes, et on pourrait l'assimiler à ça, à une forme de best self, quoi. Mais il y a un peu ce truc c'est une partie qui est profondément protégée. Quand on apaise par l'écoute, par exemple, ces protecteurs-là ou ces blessures, ben, on y a de plus en plus accès. Et j'aime bien démarrer mes journées avec ça, quoi, une idée de vraiment. Alors, c'est un but que j'ai au quotidien, d'agir en venant de ce self-là. C'est un énorme challenge. Euh, Forcément, on a beaucoup de mécanismes appris et développés pendant toutes nos années de vie avant. Mais ouais, d'avoir vraiment un comportement intentionnel à chaque fois. Et ce type de pratique, en tout cas, m'aide beaucoup. D'aller chercher, écouter ce self-là, un peu notre essence, quoi. Ouais. Je suis émue parce que moi, je trouve, quand j'accompagne les gens à aller rencontrer ces parts-là, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très sacré, en effet, et de très, très pur qui se passe. Et il y a une alchimie parce que c'est vraiment du shadow work quand même. Mm. Euh, et je trouve que ce qu'il en ressort, c'est toujours magnifique. Et ouais, il y a quelque chose de très beau d'aller. Et même pour les personnes qui sont pas habituées ou qui d'emblée parfois me disent bah, je sais pas si je vais y arriver, souvent en fait c'est quand même assez fluide. Et il y a tellement d'harmonie en fait qui en ressort que c'est magnifique. Donc bah, merci de ce partage. Avec Ok, donc plaisir. c'est ton outil favori du moment. Ouais, Mm. ouais, j'aime beaucoup. En fait, j'ai vraiment l'impression, en tout cas de mon côté, et c'est ce qui me rend enthousiaste à l'idée de repartager beaucoup de contenu, et notamment lié à ça, c'est que à la fois ça sort un peu du domaine, dans le sens où moi je suis pas thérapeute, et je peux avoir différentes casquettes dans mon coaching, je sais pas, dans mes accompagnements, je fais la casquette de coach, de consultant, de mentor, de formateur, peu importe. J'ai jamais une casquette de thérapeute. Maintenant, euh, je creuse beaucoup le sujet et je me forme avec des personnes qui font ça depuis très longtemps. Parce que, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu l'outil qui répond aux questions que je me pose, quoi. Mm. Il y a un peu ce truc magique. Euh, on pourrait avoir une autre conversation dans un an et en fait, je te dirais quelque chose de différent. Il y a des chances d'ailleurs qu'on ait une conversation complètement différente. J'espère en tout cas. Mais ouais, je suis très très enthousiaste avec l'Internal Family System. Mm. Yes. Bon, et ben écoute, je crois que ça peut être le partage de la fin. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais envie de partager, que ce soit une invitation, une citation, voilà, ou quelque. Euh, alors, je commencerai par partager le fait que c'est toujours un plaisir de prendre ce moment avec toi. Et je suis un peu. Il y a une part de moi en tout cas qui est très triste que ce soit terminé. Mais bon, on sait très bien, ça pourrait durer 3 heures. Pour rester mesuré. Écoute, non, là comme ça c'est assez difficile parce que j'aime bien avoir un contexte, de savoir quel type de personnes écouteraient ce podcast, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font. Euh, non, écoute, je vais conclure avec beaucoup de gratitude et, euh, et ouais, peut-être
une invitation à la curiosité vis-à-vis du coaching, notamment avec toi, du coup. Euh, dans le sens où je pense que les personnes qui travaillent avec toi ont beaucoup de chance. Et bah oui, si jamais tu es toujours là, après 1 heure, je ne sais pas combien, c'est que visiblement, ça t'a pas mal parlé tout ça. Si jamais ça t'a parlé et que ce sont des expériences que tu n'as pas encore faites, let's go, quoi. On y va, on n'a qu'une vie. Essayons un maximum de choses. Génial. Merci beaucoup, Gianni. C'était Un grand une plaisir. joie et je suis tellement heureuse en fait d'avoir osé. Enfin, c'était un peu par hasard qu'on a repris contact l'an dernier. Enfin, ou qu'on a vraiment pris contact parce qu'avant, je te suivais de loin comme une abonnée classique, on va dire, mais avec beaucoup de fidélité. Et je te remercie d'avoir été si accessible. En fait, je me souviens l'an dernier, j'étais tellement impressionnée. Je me suis dit, waouh, Gianni, il est super accessible, il y a une vraie proximité. Et j'ai senti aussi qu'il y avait beaucoup de sérénité sur bah, voilà, ta disponibilité, ta gestion du temps. Et c'était super inspirant pour moi et ça l'est toujours. Et nos échanges sont toujours aussi très, très riches. Donc, bah, merci pour ça. Merci beaucoup pour ce lien, pour ce que tu incarnes et pour bah, m'avoir inspirée aussi, moi, du coup, dans cette vocation du coaching maintenant parce que bah, tu as vraiment été la première personne que j'ai rencontrée qui devenait coach ou en tout cas qui accompagnait les gens sur ce chemin-là. Donc, merci beaucoup de m'avoir inspirée et de continuer d'inspirer les gens. Avec grand plaisir. Et j'ai hâte de revenir. Oui, avec joie. À très bientôt, Gianni. À bientôt. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.